Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet assez spécial puisqu'aujourd'hui il est question d'identité dans le football. En effet, je m'inquiète de voir que dans nos clubs français il y a de moins en moins de joueurs français, mais c'est pas spécifique au club français. Si on va en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, c'est la même chose, on a de moins en moins de joueurs de la nationalité du pays dans lesquels ils jouent et ça c'est extrêmement inquiétant et on va essayer de lister dans cette vidéo les causes et les conséquences de cette internationalisation, de cette mondialisation du football et on va remonter un peu dans l'histoire pour étudier et pour comprendre pourquoi aujourd'hui on a de moins en moins de joueurs français dans nos clubs français. Alors on va remonter en 1995. En 1995, qu'est-ce qui se passe? C'est l'arrêt Bosman. Qu'est-ce que l'arrêt Bosman? L'arrêt Bosman, c'est une loi qui est passée en 1995 et qui interdit le quota de joueurs étrangers. Il faut savoir qu'avant 1995 et avant l'arrêt Bosman, il y avait un quota de joueurs étrangers, c'est-à-dire qu'une équipe de football française ne pouvait pas avoir plus de 3 joueurs étrangers dans son équipe, ce qui entraînait le fait que on avait seulement 8 joueurs, on avait 8 joueurs français sur 11 dans l'équipe avec seulement 3 joueurs étrangers. Et ça, c'était vraiment la loi et c'était bien parce que ça permettait au centre de formation de bien travailler, ça permettait au centre de formation de fournir des joueurs à leur équipe et ça permettait aussi d'avoir une représentativité des joueurs français dans les équipes françaises. On avait 8 joueurs français sur 11, on avait 8 joueurs espagnols sur 11 dans les équipes espagnoles et ça faisait travailler les centres de formation, ça permettait aussi aux sélections nationales de se fournir en joueurs du championnat de leur pays et ça c'était vraiment intéressant. Mais depuis l'arrêt Bosman, on a assisté à un certain libre-échange sur le marché, à une certaine liberté où les gros clubs ont pu aller chercher qui ils voulaient. Par exemple, ça a permis au Real Madrid dans les années 2000 de recruter les Galactiques. Et c'est quoi les Galactiques? Les Galactiques, c'est la conséquence directe de l'arrêt Bosman. Sans l'arrêt Bosman, les Galactiques n'auraient pas pu être créés. Et les Galactiques, ça a créé un déséquilibre financier, ça a aussi créé un déséquilibre sportif parce que même si sportivement ça n'a pas marché, on imagine que si sportivement ça avait marché, ben ça aurait déséquilibré totalement le championnat espagnol, ça aurait déséquilibré la Ligue des Champions parce que si tu peux ramener tous les meilleurs joueurs du monde, eh bien ça crée un déséquilibre. Tu enlèves les meilleurs joueurs, je sais pas, tu enlèves les meilleurs joueurs de la Juve avec Zidane, tu as enlevé les meilleurs joueurs du Barça avec Figo et ça forcément ça crée un certain déséquilibre puisque tu as affaibli Barcelone, tu as affaibli la Juve, tu as affaibli ces clubs-là pour te renforcer toi-même juste parce que tu as de l'argent et qu'il y a une loi qui te permet d'aller chercher qui tu veux à partir du moment où tu as de l'argent. Et c'est vrai que le Real Madrid, en ayant le meilleur joueur portugais avec Figo, en ayant le meilleur joueur français avec Zidane, en ayant le meilleur joueur brésilien avec Ronaldo, a complètement déséquilibré sportivement le marché à ce moment-là en allant shipper tous les meilleurs joueurs du monde aux meilleurs clubs du monde et ça a créé aussi un déséquilibre entre les grands clubs et les petits clubs. C'est que les grands clubs, s'ils arrivent à mettre la somme, ils peuvent recruter absolument qui ils veulent et forcément ils n'ont pas besoin de travailler. S'ils ont le capital financier pour aller chercher ces joueurs-là, ils le font. Aujourd'hui, on voit des clubs qui déboursent 150 millions, 180 millions, c'est pas du travail, c'est juste parce que tu as de l'argent et ça te permet d'aller chercher ces joueurs-là tout simplement. Et donc forcément, ça entraîne un mauvais fonctionnement du football parce que ça développe aussi le foot business. Aujourd'hui, si tu as de l'argent, si tu arrives à le dépenser, eh bien tu ramènes les meilleurs joueurs et tu affaiblis des petits clubs qui travaillent bien juste parce que tu as de l'argent. Il y a aussi un autre cas qui m'a vraiment marqué, et c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Alors, Toulouse n'a aligné aucun joueur français sur cette finale. Toulouse a des joueurs français dans son effectif, c'est simplement qu'ils n'ont pas joué cette finale-là parce que le coach a décidé de faire tourner, mais c'est vrai que Toulouse, pour la finale de la Coupe de France, n'a aligné aucun joueur français. Et ça, c'est extrêmement inquiétant parce qu'il y a aussi une autre cause qui explique la mondialisation du foot, et cette cause-là est beaucoup plus récente que l'arrêt Bosman, c'est l'utilisation de la data. Et Toulouse se vante, et à juste titre, parce que c'est bien, c'est une avancée dans le football, mais se vante d'utiliser la data. La data, qu'est-ce que c'est pour caricaturer? C'est lorsque tu vas entrer dans un ordinateur les données, les critères, les qualités d'un joueur que tu recherches et cet ordinateur-là va te donner un joueur à l'autre bout du monde que tu dois aller chercher qui correspond aux critères que tu veux. Par exemple, pour Van Den Bomen, le joueur de Toulouse, ils ont juste tapé un joueur qui était bon sur coup de pied arrêté, qui était bon techniquement et qui correspondait au profil recherché et ils ont eu Van Den Bomen et ils sont allés le chercher en D2 néerlandaise. Ça a ses conséquences. La première conséquence, c'est que Van Den Bomen, en venant de la D2 néerlandaise, a empêché un joueur du centre de formation de prendre la place. C'est vrai que si tu vas chercher Van Den Bomen en D2 néerlandaise, et ben, tu empêches le développement d'un jeune joueur du centre de formation et ça forcément c'est absolument dramatique. Si demain tous les clubs commencent à aller chercher des joueurs à l'autre bout du monde juste parce qu'ils utilisent la data, juste parce qu'il y a cette mondialisation du foot, et bien ça dévalue le centre de formation. Si tu vas aligner une équipe, un 11 international, et ben, tu n'as plus vraiment de joueurs du centre de formation qui peuvent s'imposer dans ces équipes-là. Et ça entraîne une certaine exode des jeunes joueurs qui ne peuvent pas jouer, qui n'ont pas leur chance dans leur club, tout simplement parce que ces clubs-là vont aller chercher
chercher grâce à la data, grâce aux nouveaux moyens technologiques, des joueurs à l'autre bout du monde qui correspondent plus au profil recherché. Et ça, c'est évidemment extrêmement inquiétant pour l'avenir de nos centres de formation parce que, comme je l'ai dit, si on commence à aller chercher des joueurs en D2 néerlandaise, en D2 danoise pour négliger les joueurs qu'on a dans le centre de formation, ces joueurs-là ne vont pas se développer, ne vont pas apporter une plus-value au rayonnement de la France parce que ces jeunes joueurs-là du centre de formation, c'est avant tout des jeunes Toulousains, mais c'est aussi des jeunes Français qui peuvent, pourquoi pas, fournir la sélection française dans les prochaines années. Et si on incite ces joueurs-là à partir en recrutant des joueurs qui n'ont absolument rien à voir avec le club, eh bien, forcément, ça dévalue ce centre de formation. Dans l'histoire, il faut savoir que le 11 d'Arsenal en 2004-2005 a été une vraie nouveauté, une vraie révolution dans le football, parce que c'est la première fois qu'un club anglais a aligné 11 joueurs étrangers dans son équipe. Et ça, c'était absolument une révolution en Angleterre, parce que l'Angleterre, c'est un pays qui est très attaché à son identité et qui adore aligner des joueurs britanniques et qui incite d'ailleurs les entraîneurs à le faire. Il y a une loi d'ailleurs qui est toujours en vigueur en Angleterre aujourd'hui qui oblige les entraîneurs à aligner 3 joueurs du centre de formation dans leur 11 pour le match du week-end parce que les Anglais sont vraiment attachés à ce travail-là fait avec les jeunes joueurs anglais pour, pourquoi pas, leur permettre de jouer avec l'équipe 1. Et c'est vrai que cette équipe-là d'Arsenal, ce 11 d'Arsenal en 2004-2005 a été une vraie révolution parce que c'est la première fois qu'un club anglais a aligné 11 joueurs étrangers dans son 11. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Moi, je juge que c'est négatif parce que ça enlève toute l'identité de ton club. Les supporters vont avoir du mal à s'identifier aux joueurs. Si demain, il n'y a plus aucun joueur, je sais pas, plus aucun joueur du centre de formation, plus aucun joueur français dans les clubs français, les supporters vont avoir du mal à s'identifier à ces joueurs-là. Surtout que ces joueurs-là que tu vas chercher en D2 néerlandaise, en D2 danoise, etc., c'est des joueurs qui prennent la Ligue 1 pour un tremplin, qui n'ont absolument aucun amour du club. Évidemment que ça peut arriver ensuite si tu joues dans le club et que tu commences à gagner des titres, à être aimé par les supporters, mais ces joueurs-là viennent en Ligue 1 parce que ça représente un tremplin pour eux, ça constitue une réelle progression dans leur carrière et s'ils peuvent aller chercher mieux dans 1 ou 2 ans, ils le feront. C'est vrai que là, Van den Bomen par exemple est très bon à Toulouse, si à la fin de la saison il a une offre d'un grand club européen, il va partir parce qu'il n'a pas cette attache à Toulouse. Alors qu'un jeune joueur du centre de formation va davantage avoir cette attache-là. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement inquiétant. Maintenant, il y a un autre cas, j'en avais parlé avec Walid, d'ailleurs dédicace à Walid, que vous avez déjà vu sur la chaîne, mais il y a le cas spécial du Real Madrid. Et j'en parlais avec Walid et je lui disais, Walid, comment ça se fait que dans l'équipe du Real Madrid, il n'y a pas de joueur espagnol? Vous savez qu'à part Carvajal, à part Asensio, Nacho Fernandez, il n'y a pas de joueur espagnol au Real Madrid. Or, le Real Madrid, c'est quand même le plus grand club espagnol et selon moi, il se doit d'avoir plusieurs joueurs espagnols dans une équipe pour avoir une représentativité de l'Espagne et pour faire rayonner l'Espagne dans le monde et sur la scène européenne. Mais Walid me disait que le Real Madrid c'était assez spécial parce que en tant que meilleur club du monde, le Real Madrid se devait d'accueillir les meilleurs joueurs du monde et pas seulement les meilleurs joueurs espagnols. Et c'est vrai qu'il m'a quand même fait réfléchir parce que je me disais que oui, pour le cas du Real Madrid, c'est un cas assez spécial parce que le Real Madrid c'est un club plutôt universel. C'est un club où tous les meilleurs joueurs du monde veulent venir jouer. C'est vrai qu'un jeune croate, un jeune brésilien, un jeune espagnol, un jeune italien, un jeune anglais, un jeune français, son rêve c'est de jouer au Real Madrid. Et le Real Madrid se doit d'être finalement le rêve de ces joueurs-là et se doit de recruter les meilleurs joueurs du monde en tant que meilleur club du monde. Et c'est vrai qu'il y a un cas assez spécial pour le Real Madrid où en tant que meilleur club du monde, eh bien, tu es obligé d'accueillir les meilleurs joueurs du monde parce que c'est leur rêve de venir jouer. Et ça, c'est vrai que pour moi, le Real Madrid constitue un cas assez spécial dans le football. Et pour moi, c'est peut-être moins grave que le Real Madrid ait cette mondialisation du football parce qu'ils ont les moyens et c'est le plus grand club du monde. Et pour moi, en tant que meilleur club du monde, évidemment que attirer les meilleurs joueurs du monde, ça n'est pas choquant. Maintenant, pour un petit club comme Toulouse, comme Lens, comme Marseille, comme Lyon, je dis les choses au hasard, mais je pense que ces clubs-là devraient privilégier leur formation, devraient privilégier les joueurs français et devraient intégrer vraiment les joueurs français dans leur 11 et les privilégier parce que c'est comme ça que tu vas développer le football français, c'est comme ça que tu vas développer ton centre de formation. Et je m'inquiète de voir qu'avec la mondialisation du foot, on va davantage privilégier des joueurs à l'autre bout du monde juste parce que la data nous a dit de le faire ou juste parce qu'il y a une mondialisation du foot et il n'y a plus aucune limite, plutôt que de faire jouer des jeunes joueurs du centre de formation. Et ça, évidemment, c'est extrêmement inquiétant. Mais il y a des clubs quand même qui s'évertuent à continuer à maintenir leur identité. Par exemple, on a Bilbao qui ne recrute que des joueurs basques et ça, c'est extrêmement intéressant. Jamais vous ne verrez un joueur étranger à Bilbao parce que l'Athletic Bilbao ne veut recruter que des joueurs basques. Et ça, c'est vraiment une chose positive parce que ça montre que Bilbao, qui est quand même un très bon club espagnol, qui a quand même fait des choses sur la scène européenne sur les dernières saisons, ça montre qu'un club peut être compétitif en incorporant seulement des joueurs de sa région. Voilà, moi je pense que c'est vraiment intéressant de voir que ce genre de club peut mener ce genre de politique. Il y a aussi Barcelone, par exemple, qui a gagné la Ligue des Champions avec des joueurs de la Masia. Ils ont gagné la Ligue des Champions avec Busquets, Xavi, Iniesta. Aujourd'hui, ils ont Gavi, ils ont Baldé,
ils ont Fati dans leur équipe qui sont des joueurs issus de la Masia, donc on voit que ça peut fonctionner. En France, il y a encore Lyon, on peut dire ce qu'on veut de Lyon, mais c'est quand même un club qui s'évertue à sortir des joueurs de son centre de formation avec Loukeba, avec Cacré, avec Oussama Aouar. Ils ont même fait revenir Tolisso, Lacazette. Donc c'est vraiment aussi un club qui, comme je l'ai dit, travaille avec ces jeunes et promeut ces jeunes, même si évidemment Lyon va chercher des joueurs sur le marché des transferts aussi, mais il privilégie aussi les jeunes du club. Et c'est pour ça que c'est aussi un des meilleurs clubs français sur les dernières années. Même si là, ça se passe un peu moins bien, mais c'est vrai que grâce à leur centre de formation, ils ont quand même réussi à faire des bons résultats sur les dernières années. Il y a le Bayern aussi. Le Bayern, c'est une politique un peu différente, puisque le Bayern ne peut pas vraiment se targuer d'avoir sorti beaucoup de joueurs de son centre de formation sur les dernières années, mais pour le Bayern, c'est différent. Le Bayern va chercher des jeunes joueurs allemands et va les shipper à d'autres clubs allemands. Et ça, évidemment que c'est assez ambivalent. C'est positif d'un côté parce que tu promeus les jeunes allemands sur la scène européenne et tu leur permets de progresser. Et c'est vrai que le Bayern, qui a une majorité de joueurs allemands, a cette politique d'identité et de promotion de leurs jeunes. Mais d'un autre côté, c'est négatif parce que ça affaiblit le championnat allemand et ça crée la suprématie bavaroise que l'on voit sur les 10 dernières saisons, parce que le Bayern va shipper les meilleurs joueurs allemands des meilleurs clubs allemands et ça crée aussi un certain déséquilibre. Donc ça dépend comment tu vois la chose. Si tu vois le verre à moitié plein, tu te dis le Bayern va chercher les meilleurs joueurs allemands, leur offre une vraie vitrine sur la scène européenne et vraiment fait pousser le rayonnement des jeunes Allemands et de l'Allemagne sur la scène européenne, mais le Bayern va aussi affaiblir les autres clubs allemands en leur shippant leurs meilleurs joueurs. Donc là aussi, ça dépend. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie perte d'identité. Et le dernier point, c'est l'uniformité des styles de jeu. C'est qu'avant, chaque club avait une caractéristique. Le Milan AC, c'était la défense. L'Ajax, c'était le beau jeu, le football total. Il y a eu le Barça à une époque aussi où ça jouait le tiki-taka. Il y avait l'Allemagne qui c'était vraiment le pays qui jouait sur le physique, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il y a vraiment une uniformité des styles de jeu. Tous les clubs jouent de la même manière et ça, c'est extrêmement inquiétant. À cause de cette mondialisation, à cause du fait que tous les clubs peuvent aller chercher les joueurs qu'ils veulent, eh bien, il y a une uniformité des styles de jeu. Tous les clubs jouent aujourd'hui de la même manière. Et c'est la manière dont on s'approche le plus. La manière, c'est la transition rapide. C'est-à-dire qu'on récupère le ballon et on le balance sur des îlets super rapides qui vont aller finir les actions. Et ça, c'est extrêmement inquiétant parce que ce qui faisait la beauté du football à une époque, c'était le fait que chaque pays, chaque sélection, chaque club d'un certain pays avait une identité propre. Comme je l'ai dit, l'Italie, la défense, l'Espagne, le tiki-taka. Voilà, chaque pays avait vraiment son style de jeu à une époque. Et aujourd'hui, aucun pays n'a de style de jeu particulier. Chacun s'adapte à cette uniformité du style de jeu causée par la mondialisation du foot. Parce que, comme je l'ai dit, comme on peut aller chercher les joueurs que l'on veut, il n'y a plus vraiment d'uniformité. Comme on ne forme plus des joueurs du centre de formation à qui on inculque une vraie valeur du football et une vraie façon de voir le football. Aujourd'hui, on va juste chercher des jeunes à droite, à gauche qui ont tous la même vision du foot et qui ont tous été éduqués de la même manière. Il y a une vraie uniformité, un vrai universalisme du football et ça c'est extrêmement inquiétant parce que si on vide de sa substance chaque club, si on vide de son identité chaque club, évidemment qu'il y a une uniformité qui rend le football beaucoup moins amusant. Si tous les clubs jouent de la même manière, évidemment que ça crée un énorme problème et moi je m'inquiète de voir qu'il y a de moins en moins d'identité et qu'il y a de plus en plus d'argent dépensé, qu'il y a vraiment eu ce développement du foot business qui est extrêmement inquiétant. Il y a aussi l'utilisation de la data qui est positive d'un côté parce que ça fait avancer le football, ça permet aux clubs de mieux travailler, mais ça incite aussi les clubs à aller chercher des joueurs qui n'ont absolument aucune attache émotionnelle envers le club, qui prennent simplement le club pour un tremplin et ça c'est extrêmement inquiétant pour le futur du football. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce sujet assez particulier, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.